Bonjour à tous, nous voilà de retour. Donc, le dernier talk de ce track aujourd'hui sera celui de Joël. Donc, Joël Lambilotte, qui est un acteur bien connu du projet Cominplone, qui travaille chez IMIO et qui donc va nous parler de l'efficacité de l'open source pour arriver à constituer un patrimoine de logiciels communs à un certain nombre de villes. Voilà, donc je te passe la parole. Merci Eric et merci beaucoup pour faire l'animation du talk en français. Ah. Bon, à mon avis, je ne suis pas sur le bon... Si, je suis sur le bon partage. Voilà. Voilà, je suppose que la présentation fonctionne. Et donc voilà, je n'ai pas pu résister à vous présenter un peu la jonction entre le projet IDIMIO qui a fait son origine finalement et la communauté Plone, parce que là on est au cœur de l'activité principale de la communauté, en tout cas au niveau sociétal, qui est cette conférence qui, voilà, forcément aujourd'hui en dématérialisé, mais je peux vous assurer que normalement ça ne se passe pas vraiment comme ça, que voilà, c'est vraiment une entraide et quelque chose de sociétal à vivre journalièrement et pendant une semaine. Et donc, effectivement, je pense que IMIO n'aurait certainement pas été ce qu'il est maintenant sans cette communauté Plone avec laquelle il a créé finalement cette première communauté comme Plone. Je vais revenir là-dessus. Et donc, je ne suis pas du tout un théoricien de l'open source, mais c'est le côté pragmatique et l'essor de cette communauté, en tout cas en Wallonie, qui est intéressante en tout cas à entendre comme cas de figure. Donc voilà, comme je disais, il y a une genèse derrière ce projet-là. Finalement, on est, quand je regarde 2003, c'est quand même 17 ans. Quand on parle de pérennité et que le logiciel propriétaire est soi-disant plus pérenne que le libre, ici, on est vraiment sur un cas complètement opposé. Parce que le projet est né finalement par deux villes wallonnes, Senef et Sambreville en 2003. Et puis, petit à petit, on a communiqué avec cette communauté internationale qui était Plone. Et donc, quand vous voyez les talks ici sur les autres tracks, les autres jours, vous voyez un peu la qualité et l'aspect international de cette communauté-là, qui existe depuis quand même ces années-là, hein, début des années 2000. Et donc, les quelques communes wallonnes via notamment l'université de Namur à l'époque, ont adhéré à cette communauté-là. On s'est retrouvé avec des outils très technologiques qui pouvaient répondre à nos besoins, et c'est finalement un des éléments principaux du logiciel libre pour lequel il est adopté, c'est que ça correspond vraiment à un besoin. Et ici, c'est un besoin de niche finalement au niveau des pouvoirs locaux. Et donc, on s'est associé avec des startups de l'époque, hein, des PME technologiques, ça ne s'appelait pas encore des startups début des années 2000, de manière à pouvoir récupérer la maîtrise de ces technologies et pouvoir bâtir nos outils, en tout cas pour les pouvoirs locaux wallons. Et donc, on a rapidement, finalement, décliné une communauté de pouvoirs locaux qui est inspirée de cette communauté internationale Plone. Et donc, on a vraiment récupéré, finalement, les fondamentaux d'une communauté open source, hein, l'aspect, comme je disais, sociétal, partage de connaissances, mais l'aspect aussi culture aussi d'entreprise. Et c'est une des raisons pour laquelle IMIO maintenant arrive à cette maturité-là et est presque indépendante financièrement maintenant des subsides, parce qu'on a cet esprit d'entreprise qui a été appris finalement avec cette première communauté. Donc, ce qui s'est passé aussi rapidement, c'est que l'Union des villes s'est intéressée au projet. Elle a vu que ça pouvait être généralisé à tous les pouvoirs locaux et que ça ne concernait pas que deux villes. Donc, cet aspect générique était quelque chose d'aussi important à l'époque.
Et puis rapidement, finalement, avec l'aide de cette communauté internationale, on s'est retrouvé propulsé au niveau européen avec la création de PloneGov, qui était cette communauté, cette fois-ci, de pouvoir public à travers plusieurs pays, mais avec toujours des liens forts avec des PME locales qui maîtrisaient Plone, c'est PloneGov. Et on a eu en 2007, voilà, pas un prix, mais on était finaliste au niveau des European Awards de la Commission européenne à Lisbonne. Et à Paris, on a gagné le Lutèce d'or comme meilleur projet de mutualisation à l'époque. Et donc, cette partie internationale a servi, on reviendra après sur l'aspect communication et marketing, qui aide à mettre en place ces communautés et à faire en sorte qu'elles soient crédibles vis-à-vis d'autres logiciels propriétaires, par exemple. Alors, le plus marrant aussi, c'était en 2008, quand le gouvernement wallon a laissé tomber sur une application IGWay de gestion des points du gouvernement, des délibérations du gouvernement, pour réutiliser celles conçues par la commune de Sandreville. Donc là, on est vraiment sur du bottom-up extrême, où le pouvoir supérieur adopte finalement une application d'une petite commune, d'une moyenne commune. De nouveau, en 2009, un finaliste aux awards au niveau de la Commission européenne. Et finalement, on l'a décroché, ce fameux award en 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, comme meilleur prix de mutualisation, meilleur projet de mutualisation à travers les 27 pays membres. Et donc voilà, cette dynamique-là est vraiment liée à cet aspect international et cette communauté de PME que vous voyez ici à gauche, à droite dans les autres tracks qui ont vraiment chaque fois apporté une série de compétences et de savoir-faire, en tout cas à la Wallonie, ça c'est clair. Alors, ce qui est important aussi, c'est l'essor de membres, parce qu'une communauté sans personne dedans, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, de 2 communes, on se retrouve en fin 2020 à 330 pouvoirs locaux. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est cet essor-là. Donc, dans le graphique ici, on voit très bien quand on était commune Plone, jusqu'à 80 communes, voilà, il y avait une courbe d'augmentation assez belle. Et puis, elle est devenue encore plus forte quand on est devenu IMIO. Donc là, c'est la création intercommunale. Normalement, il n'y a pas de cassure dans la courbe, c'est juste parce que la méthode de calcul a changé. Là, il fallait une délibération officielle. Là, c'était plutôt une communauté d'intérêt. Mais on voit bien que cet aspect reconnaissance avec un pouvoir public officiel qui a mis une intercommunale mis en place a convaincu finalement les acteurs qui n'étaient pas convaincus lors de la première phase par cette association de fait qui est une communauté. Et donc, par rapport à la communauté Plone, la pérennité vient aussi du fait qu'il y a une fondation derrière cette communauté, ce qui est quand même voilà, pas trop fréquent dans ce type, en tout cas à cette époque-là, et une fondation composée d'une centaine de membres, située un peu partout dans le monde et pas tirée par une grosse société. Et donc, c'est que des PME. Il n'y a pas de grosses, d'immenses sociétés dans ces communautés Plone. Et je pense que ça a été aussi, parce que certains ont abandonné, d'autres ont repris le train en marche, et donc ça a été aussi un dégage de pérennité pour nous. Donc, la communauté commune Plone, Communio et comme Plone est souvent initiée, pratiquement toujours, dans celles que j'ai vues en tout cas qui ont duré, par des techniciens, des développeurs, des gens qui ont le savoir-faire, qui ont la connaissance, et c'est vers eux qu'on se tourne, parce que voilà, ils savent comment il faut faire pour créer des outils informatiques, et se développent souvent à partir de ces gens-là. Évidemment, à partir de produits adaptés aux besoins de tous, et donc c'est un peu ce qu'on a récupéré comme philosophie chez nous, ça veut dire que la petite commune comme la grande ville va bénéficier du même outil. On ne va jamais laisser quelqu'un sur le côté, et les besoins sont vraiment pris en charge, peu importe la taille de la ville, même si elle a plus d'argent qu'une autre, elles sont toutes traitées de manière équitable. Et ça rejoint très fort cette dimension dans cette communauté open source. Et alors, ce qui est important aussi pour l'essor d'une communauté, c'est tout ce qui est communication. Et donc, on le voit bien avec les prix européens que je vous ai montrés précédemment. Cette communication a servi à monter le projet et à convaincre et à séduire d'autres acteurs
qui soit le gouvernement ou l'union de villes ou ce genre d'acteurs. Et donc la communication est importante et ce n'est pas que des réseaux sociaux et des outils techniques, c'est aussi de la promotion du projet. Et alors la diffusion de produits, hein, donc ce qui est intéressant avec cette communauté, ces framework clones, c'est l'aspect professionnel qu'ils ont, de veiller chaque fois à industrialiser leurs solutions et donc que ce soit automatiquement installé, des choses pareilles, ça facilite évidemment l'adhésion à ces technologies et donc c'est aussi un point qui nous a vraiment fortement séduit au début. Donc maintenant évidemment une communauté, ce sont des utilisateurs et aussi des contributeurs, il faut les deux. Et donc là, ce qui est important aussi, c'est de diversifier les contributions. Donc, Emilio déjà repose sur un tissu de PME, mais il y a parfois c'était plus le cas au début, et je reviendrai là-dessus, du projet où les informaticiens des villes apportaient leur propre contribution. Maintenant, ça se fait peut-être un peu moins facilement parce que les technologies deviennent très très complexes. On parlera du cloud après. Et donc voilà, il faut vraiment être aguerri et presque passer sa journée à maîtriser Plone pour pouvoir contribuer. Néanmoins, il y a tout ce qui est support de documentation, des tests, du marketing, encore que des communes apportent. Il faut savoir que même au niveau de la communauté, un outil comme la gestion des libérations où il y a des libres, que Dimitri vous a montré précédemment, est traduit en 6 langues, dont l'espagnol, le portugais, l'allemand, et pas par nous. Et donc ça montre bien que ces contributions peuvent venir aussi des villes, mais aussi de communautés externes. Et donc voilà, il y a tout l'aspect contrôle et maîtrise, c'est quelque chose d'essentiel chez nous. Ça veut dire, vous le savez, tout ce qui est service derrière l'open source, et c'est ça qui finalement fait en sorte que le modèle économique soit viable. C'est vraiment important et pour ça, il faut une grande maîtrise. Et pour avoir cette maîtrise-là, il faut un partage de connaissances. Et donc, il faut avoir forcément une communauté qui est apte désireuse en tout cas de partager leur savoir-faire. Alors, la pérennité, ça c'est vraiment essentiel et je pense que c'est aussi là que, maintenant on peut le dire, hein, presque après 17 ans, que ça fonctionne chez Emilio. Et donc le bilan de pourquoi est-ce que ça marche chez nous et que ça n'a pas marché chez d'autres, je pense qu'effectivement, c'est de prendre en charge à peu près tous les aspects d'un projet informatique, le développement, l'animation, la gestion de groupes de travail, tout ce qui est support correctif, évolutif des applications, le reversement aussi, hein, systématiquement, notre code est sur GitHub, mais il est aussi transposé dans certains GitHub de la communauté, parce que c'est sans doute là où il est le plus approprié. Donc ça dépend vraiment du type de logiciel et des fonctionnalités. Voilà, donc je reviens aussi sur l'aspect publication du code source. Un des grands reproches qu'on faisait notamment l'open source, c'est comme on publiait tout, eh bien, on pouvait tout de suite voir qu'il y avait des failles de sécurité ou en tout cas trouver le moyen de contrôler le logiciel et de le falsifier. Ouais, ça s'avérait complètement faux dans la réalité. C'est même l'inverse qui s'est passé. C'est dès qu'on a publié le code source dans ces années 2004-2005, on a tout de suite eu des reproches gentils, on va dire, parfois moins, de développeurs qui nous disaient mais non, c'est mal écrit votre code, on ne sait pas le lire, la qualité n'est pas bonne, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc ça a plutôt aidé à faire en sorte qu'on utilise des bonnes pratiques de manière assidue et qu'on puisse partager ce code-là avec d'autres. Et donc forcément, quand on le partage, plus de contributeurs, c'est plus de pérennité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, documentation technique qui suit, et alors évidemment des outils derrière de traçabilité concernant les docs, la gestion de version, la qualité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel au niveau de la viabilité du projet. Alors après, évidemment, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est qu'il y a les outils et les méthodologies. Et donc l'idée, quand on crée ce type de communauté, déjà à l'origine, il faut vraiment avoir les idées claires au niveau de la feuille de route et ne jamais s'en démarquer, c'est d'alléger la maintenance à long terme. C'est de dire, voilà, où est-ce qu'on veut aller avec cette communauté? Est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans, et puis on jette? Ou est-ce qu'on est dans le durable? Dans les pouvoirs publics, en général, on est dans le durable. On est obligé d'assurer la continuité de service. On a tout à sa charge parce que le citoyen a une attente et on ne peut pas avoir de déficience. Donc, d'office, on est sur du long terme.
Et donc, ça veut dire que tout ce que je viens de citer au niveau de la démarche qualité, etc., est essentiel parce que le logiciel que vous avez, et d'ailleurs celui qui existait en 2005, la gestion de délibération, actuellement, on est absolument à une, je dirais, une interface utilisateur vraiment fort différente de la première, à des fonctionnalités qui n'ont plus rien à voir, beaucoup plus enrichies. Comme Dimitri vous a montré précédemment, le portail délibération.be qui utilise le web service pour mettre à jour le portail à partir du back-office. On a des fonctionnalités de workflow qui n'existaient pas dans la première version. Et pourtant, c'est toujours la même application qui utilise toujours la même technologie. Donc, il y a une erreur de refactoring, d'évolution, et on ne peut pas recommencer à zéro chaque fois. Et donc, c'est vraiment important pour ça que le code soit bien écrit, que chaque fois qu'on ajoute des développements, il y ait des tests qui vont faire en sorte que le développeur va s'assurer que quand il ajoute quelque chose dessus, il ne casse pas ce que le développeur précédent a réalisé. Sinon, évidemment, on ne s'en sort pas. Et ça, c'est l'avantage de cette communauté comme Plone, qui travaille sur plusieurs fuseaux horaires, avec des développeurs un petit peu partout dans le monde, et sur le même code. Et donc là, il faut absolument qu'ils mettent en route une machinerie, comme l'a fait, et le fait toujours Microsoft, Google et consorts, de manière à assurer la pérennité de leurs investissements et toujours ajouter des nouvelles fonctionnalités à coût équivalent. Bon, procédure de test automatisé, évidemment, etc. Le respect des standards, c'est toujours souvent évoqué, en tout cas au niveau de l'open source, qu'on respecte les standards plus que le propriétaire, parce que simplement, les échanges sont forcément, ce sont des briques qui doivent s'échanger elles-mêmes toute une série d'informations, donc on est obligé de standardiser les échanges entre nous. Ce qu'il faut aussi veiller, c'est tout ce qui est adoption de licence et de propriété intellectuelle. Il faut savoir qu'un logiciel, parfois, même en open source, il peut contenir plusieurs types de licences et plusieurs développeurs forcément peuvent intervenir. Donc au niveau des propriétés intellectuelles, il faut vraiment toujours veiller à limiter ce risque parce que si vous ne disposez pas ou si vous n'avez pas de main sur ce type de problématique, ceux qui ont la propriété intellectuelle peuvent à un moment donné changer la licence de leur côté. Et là, vous êtes coincé d'une manière ou d'une autre. Et l'adoption de licences officielles libres, comme la GPL, le UPL, permet aussi de protéger, en tout cas à coût nul pratiquement, les pouvoirs publics. Parce que dès que quelqu'un dérape et veut changer la licence ou l'utiliser à d'autres fins, eh bien vous avez automatiquement une défense par des organismes internationaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été pris en charge rapidement au début de la communauté, mais quelque part, on a repris les fondements de la fondation et les licences de la fondation Plone. Alors, comme je le disais tantôt, le libre, c'est aussi une entreprise. Contrairement aux propriétaires, il n'y a pas de coût de licence, il n'y a pas non plus de coût de distribution. Parce que dans le milieu immatériel, la copie n'a aucun coût. Copier un logiciel 2 fois, 3 fois ou 1000 fois, voilà, ça n'a aucun coût. C'est le coût peut-être du stockage dans des serveurs, mais ça c'est une autre problématique. Mais le coût de la copie est à zéro. Et donc le logiciel libre, lui, son business, c'est le service. Et donc c'est clairement aussi ce que j'ai indiqué dans le slide avec le financement finalement d'IMIA est basé sur les services, et pas du tout sur l'aspect licence ou même nombre d'utilisateurs. Et on le fait de manière équitable, comme je l'ai dit, et de manière rationnelle, entre villes. Donc, comme vous voyez ici, on a listé toute une série de catégories. Catégorie 1, c'est les villes de moins de 5000 habitants, et catégorie 7, c'est plus de 100 000 habitants. Parce que les villes d'une même catégorie, d'une même taille, fonctionnent plus ou moins de la même manière et ont besoin des mêmes ressources quand il faut mettre en place un logiciel et du même type d'accompagnement. Et c'est la même gouvernance. Et donc, on a pu blinder quelque part et surtout communiquer de manière transparente sur un business plan de service qui est fait à l'avance et en fonction de la catégorie de la ville. Et donc, quand vous voyez, ben voilà, c'est les coûts d'hébergement parce qu'on a adopté déjà en 2007 assez tôt le mode software as a service, donc distribué à partir du cloud nos applications plutôt que de les installer en interne. Et c'était une difficulté pour la plupart des
des prestataires, parce que installer en local, ça veut dire s'occuper des problèmes de PC, ça veut dire s'occuper des problèmes de serveurs. Or, dans le monde web, rapidement, on a vite compris qu'il y avait juste le navigateur à installer, et puis c'est terminé, on ne veut plus entendre parler du matériel. Et donc vraiment, on s'est orienté très fort sur le métier spécifique des communes, en open source et du logiciel, du software. Même les locations de machines ou de puissance de machines chez Emilio, elles sont actuellement chez OVH. On ne fait que louer, on n'héberge absolument aucun serveur chez nous. Et donc, les métiers que vous voyez apparaître ici, la formation, le support utilisateur, correctif, évolutif, etc., le développement, c'est pratiquement tout le panel de services qu'on peut offrir au niveau du livre. Et ce qu'on a choisi chez Emilio, c'est de tout faire, même si, à un moment donné, pour certaines applications, on le comprend bien dans le livre, par exemple une base de données, certains utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir ces services-là, donc ils prennent juste la gratuité parce qu'ils reprennent la copie chez eux et ils se disent que voilà, pas besoin du support, et donc je travaille moi-même avec le logiciel. Mais ce que les pouvoirs locaux voulaient, c'est le livre, c'est sympa, mais on n'a pas confiance, c'est trop difficile, ça coûte très cher à installer et à maintenir, et donc il faut que vous le fassiez pour nous. Et donc Inio a été monté sur ce modèle-là, à la demande finalement de ses membres. Alors, de nouveau, ce qui est intéressant ici, le tableau n'est peut-être pas super clair, c'est le taux de couverture de financement. On a commencé en 2012 avec un taux de couverture de 37%, ça veut dire que plus de 60% étaient subsidiés par la région wallonne au niveau du fonctionnement d'IMIO pour lancer la machine finalement. Et on arrive maintenant en 2020 à 96%. Donc c'est moins de 100 000 euros de subsides, alors que c'était plus d'1 300 000 au début. Et on arrivera en 2021 à l'autonomie financière. Ça veut dire que les services sont entièrement financés par les clients, comme une société privée. Et donc ça, c'est une preuve en plus que d'abord l'économie du livre fonctionne, et que le fait, comme je disais, historiquement, d'avoir été lié à cette communauté de PME, eh bien, voilà, on s'est retrouvé aguerri avec une technologie dont la maintenance pouvait être assurée sur le long terme sans avoir un coût exorbitant. Et ça s'est avéré tout à fait possible voilà, à partir de l'année prochaine. Et donc, c'est quelque chose qui n'était absolument pas joué d'avance quand on a commencé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le coût de l'application. Donc, au début, en 2012, une application, grosso modo, coûtait 14 000 euros, tout compris. Formation, hébergement, mise en place, etc., en moyenne. En 2020, fin 2020, on est à 5 400. Et donc, on arrive, en fait, c'est pour ça qu'on arrive en équilibre. Donc, le coût a baissé. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'industrialisation, l'automatisation de nos applications, ce qui fait que ça a diminué le coût. Donc ça, c'est l'effet de mutualisation, utiliser des technologies qui permettent d'industrialiser. Ce coût-là ne s'est pas vu parce que le coût est resté constant au niveau des pouvoirs locaux. C'est juste que ça a été compensé par le subside au début et que maintenant le subside arrive à zéro, donc on arrive juste à l'équilibre financier, quoi. Et donc ça montre bien que en adoptant toute une série de technologies, il y a vraiment moyen d'optimiser, de faire face à la mutualisation à grande échelle, même si c'est un gros défi, hein. Donc, on arrive ici, fin 2020, à presque 800 instances à gérer et on a 3 ingénieurs système. Alors, les enjeux actuels, évidemment, ils sont essentiels et tout le monde les connaît. Faire face aux GAFAM. Et qu'est-ce que l'open source par rapport aux GAFAM, où quand même pas mal de produits sont de plus en plus ou gratuits ou peu chers, et puis après, vous attendez au tournant. Donc voilà, la phrase bien connue, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. On sait ce que c'est. Mais c'est vrai que ces grands acteurs font aussi de l'open source, mais ils choisissent leur domaine. Donc ils le font dans certains domaines où c'est intéressant au niveau marketing, ils ne le feront pas dans les domaines où ils peuvent capter de manière pérenne leurs clients. Il y a aussi l'aspect cloud, hein, c'est toujours ce principe de dépendance. Et donc, si vous opérez une solution chez Amazon en utilisant tous ces services-là, ben, elle va peut-être difficile à transposer après
sur le cloud de Microsoft ou celui de Google. Et donc, plus le cloud s'enrichit avec tous ces services-là, plus évidemment, on met en place une série de dépendances. Et alors, évidemment, ce qui est bien connu au niveau RGPD, c'est la perte potentielle au niveau de la maîtrise des données. Et ce qui est plus insidieux, c'est l'innovation non maîtrisée. Ça veut dire que vous avez un framework JavaScript qui sort tous les 15 jours et on ne peut pas adopter toutes les techniques, les technologies innovantes du jour si on ne sait pas les maîtriser à terme, et on l'a prouvé avec ce projet-ci. Sinon, on serait cassé la figure 100 fois parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à apprendre. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est vivre avec l'écosystème, notamment de start-up technologiques qui adhèrent à ce modèle-là, de manière à insuffler au bon moment et aux bons endroits ces innovations, pour de nouveau garantir cette pérennité. Donc voilà, peut-être c'est un peu plus compliqué, mais donc l'enjeu, c'est le cloud open source, et c'est celui qu'on gère depuis 2007, il n'y a rien de neuf. Ce qu'il y a de neuf, c'est que de plus en plus, on se dirige vers une séparation de services. Donc, il y a les applications que les communes connaissent, ce qu'on appelle le software as a service. Par d'autres clouds, ben, voilà, ils ont un site internet, une gestion de libération, un e-guichet, etc. Mais c'est le dessus de l'iceberg. En dessous, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place une série de briques qui sont aussi open source, comme j'ai dit, de manière à éviter cette dépendance par rapport aux services cloud qu'on pourrait nous proposer, nous, en tant qu'intercommunal public. On lance les marchés du public, les prestataires, comme je dis, répondent, on ne fait pas tout nous-mêmes, et donc voilà, on fait héberger, on prend des services hébergés. Et donc, ce qui est important, c'est que toutes ces briques-là restent tout à fait indépendantes de l'infrastructure sur laquelle on va les poser. Et donc, vous avez maintenant ce qu'on appelle du PaaS, plateforme de services, avec des services, par exemple, une gestion de base de données, un moteur d'intelligence artificielle, un moteur de recherche, des outils de monitoring RGPD, etc., de la bureautique, de la messagerie. Donc, tous ces services-là vont pouvoir être aussi réalisés la plupart du temps en open source, de manière à pouvoir être migrés d'une infrastructure vers une autre. Et plus bas, il y a tout ce qui est industrialisation, qui est encore plus obscur, je dirais, pour le commun des mortels, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas installé sur un PC. C'est tout ce qui est le déploiement automatique, un peu ce que vous voyez sur le Google Apps, etc., des applications. Et donc, on a lourdement investi de ce côté-là, et ce qui explique une partie, en tout cas, de l'efficacité du business plan chez Emio. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Et de nouveau, ces différentes pièces ici sont open source et permettent aussi d'être déployées un peu partout sur n'importe quel type d'infrastructure. Et puis après, vous avez la couche infrastructure aussi découplée. Et donc c'est ce modèle-là sur lequel on est en train d'évoluer, en tout cas, et ben voilà, on le présentait déjà il y a quelques années, mais c'est vraiment la voie à suivre, avec chaque fois des communautés et toute une série de prestataires. Donc, pour nous, cette maîtrise du cloud open source est l'évolution naturelle de cette maîtrise du logiciel qu'on avait déjà pressenti au niveau en 2003-2004. Et c'est une évolution qui est importante pour Emio parce que les fondamentaux, c'est toujours favoriser cette innovation maîtrisée, développer ce patrimoine logiciel pour les pouvoirs locaux. Donc, c'est gérer ce patrimoine, c'est ce qu'on fait depuis le début. Et ça, c'est fondamental. Et garantir évidemment la maîtrise à long terme des outils et la sécurité et l'intégrité des données. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, on peut se retrouver, j'imagine, dans quelques instants si vous avez des questions. Oui, alors merci beaucoup, Joël. Très intéressant. Je vais mettre sur le Slack le lien tout de suite vers le Jitsi pour discuter s'il y a des gens qui ont des questions. Donc, ben Joël, de ton côté, tu coupes le son sur Zoom.